Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèle à notre programme de Bonjour d'Algérie, ensemble jusqu'à 9h30, comme les jours de la semaine. Et puis, nous allons bien sûr vous accompagner avec les rubriques habituelles du jeudi matin. Nous avons le plaisir de retrouver, comme chaque jeudi matin, Aïda Meshri dans sa rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle traitera de la violence au niveau donc de la société, au niveau aussi du cocon familial. Elle nous en dira plus dans un moment. Nous aurons également aussi le plaisir de retrouver Lilia Benassar dans sa rubrique agenda culturel. Aujourd'hui est l'invitée de la matinale. Aujourd'hui, elle nous donnera les grandes lignes, encore une fois, de la semaine concernant les rendez-vous à ne pas rater pour ce week-end et le début de semaine, pourquoi pas. Et puis, d'autres invités, nous allons aussi vous parler d'un colloque qui se déroule en ce moment même. D'ailleurs, il a pris effet le 28 et le 29, encore une fois. C'est la dernière journée aujourd'hui, le colloque international, question autour de l'oral, de l'interdisciplinarité à la complexité. C'est un colloque organisé par l'université de Blida, des lettres de Blida, département français. Donc notre invité sera là pour nous parler donc de cette complexité de l'oral et tout ce qu'ils ont défini pour cette rencontre. Nous allons également parler du VIH-Sida. Nous nous apprêtons à célébrer la journée internationale donc de lutte contre le sida. C'est le 1er décembre de chaque année. Et bien sûr, aujourd'hui, de plus en plus d'associations travaillent pour l'information et surtout la sensibilisation. Nous aurons à cet effet un médecin pour nous parler, un représentant du ministère de la Santé, pour nous parler donc de l'avancée surtout de la maladie dans notre société, sur le continent, mais pas que, au niveau international aussi, et comment se prémunir de cette maladie. Et bien voilà, tout ceci avec aussi, on terminera l'émission avec un artiste, DJ, le DJ Nabil qui nous vient de France. Il est aussi animateur de Radio Maghreb aussi. Il sera là pour nous parler de son tout dernier album. Et puis on ira du côté d'Oran retrouver Iman Mahrougaraz qui est revenu sur la Moubaya'a, l'allégeance de l'Emir Abdelkader. Ça s'est passé il y a 186 ans bien sûr et nous aurons à y revenir avec des intervenants. C'est cette date anniversaire s'est déroulée du côté de Rilizen cette année. Et bien voilà, tout à l'heure vous aurez le plaisir de suivre tout cela en images à travers bien sûr les rendez-vous que vous aurez pris ce matin dès notre sommaire. Voilà, on vous propose tout de suite de suivre la météo avec Mina Habed et on se retrouve juste après. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. En forme? Oui. Le café est pris? Pas encore. Encore? Pour une fois. Ça va venir. Ça va, vous avez le punch ce matin. Oui, mais je vais me rattraper après. Très bien, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, ça sera un petit peu comme hier. Un ciel plutôt dégagé sur l'ouest, le centre du pays. On aura un petit peu de brume en début de matinée. Sur la partie est, avec quelques nuages bas également vers l'extrême est. Sur la partie sud, eh bien, on aura un ciel partiellement voilé. Sur le sud-ouest, Sahara central, l'extrême sud, quelques soulèvements de sable également sur le sud-ouest. Et puis bien sûr, beaucoup de soleil sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 22 degrés à Alger, 19 degrés à Annaba, 22 également à Oran, 19 à Tiaret, Tizi Ouzou, 18 degrés à Sétif. On notera un minimum de 16 degrés à Patna, 21 degrés à Ghardaïa, 22 à Hassim Saoud ainsi qu'à Ilizi, 25 degrés à Tanarasat et Janet et enfin 33 degrés. Ce sera la maximale à Borj, Badi Moukhtar et Hengezam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert avec des averses à Paris, Londres, Dublin ou encore Lisbonne. Un ciel voilé à Berne, Varsovie, dégagé. À Rome ainsi qu'à Prague. Côté Mercure, on notera 13 degrés à Londres ainsi qu'à Paris. 15 degrés à Bordeaux, Marseille, 16 à Lisbonne, 2 degrés seulement, à Berlin, 1 degré à Prague, Budapest, et enfin la minimale atteindra les moins 3 degrés à Varsovie ainsi qu'à Bucarest. Passe tout de suite à l'éphéméride, et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée, et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis.
Voilà, vous savez tout sur la journée d'aujourd'hui, concernant bien sûr les nouvelles du ciel, grâce à Mina. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Matinée, comme vous le dites aussi si Voilà. bien aux téléspectateurs. Et puis on vous dit bon week-end aussi. Merci. On se reverra la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà. Bon courage à vous. Eh bien, on vous invite à apprécier ces rythmes de bon matin, un très beau duo avec Hossein Nasnami et Selma Kouired qui chantent Bin al-Barah wal Youm. بالبرح واليوم ليلة يا محلاها بها فرح مغروم عمري ما ننساه
deux beaux duos qui se passent comme ça à la télévision algérienne. Et puis avec, bien sûr, Studio Live, l'émission qui avait aussi une belle longueur d'avance. On salue en tout cas toute l'équipe de Studio Live avec Amine Dahen qui a fait donc de beaux arrangements. On l'accueille comme il se doit. Comme chaque jeudi matin, vous avez rendez-vous avec la rubrique Psychologie. Elle est là, elle est en forme, elle a apprécié la chanson, hein, c'est pour ça on lui a proposé une belle chanson de ce matin grâce à Hanan qui nous a fait ce choix ce matin. Merci Hanan. Voilà, tout à fait. Un très beau rythme. Un très beau rythme. Alors aujourd'hui, on a apprécié ces rythmes, mais plutôt vous allez parler de violence. Oui. Il aurait fallu peut-être choisir une chanson plus... Non, du tout. Non, du tout. Comment réfléchir justement à retrouver ce rythme émotionnel, rythme de vie, tout ça, avec ce qui devient quand même quelque chose de très courant. On commence à banaliser. Il y a quelque chose. C'est des actes qui frôlent un tout petit peu notre quotidien. On est là en face des enfants qui se déchirent. On est là dans des situations... On peut se retrouver face à des situations très difficiles. Et souvent, j'avoue que ce n'est pas nouveau. On en a beaucoup parlé, c'est une thématique qui revient. Ils ont abordé la thématique sous plusieurs volets, social, les liens, comment on peut réfléchir. Les violences, on en a beaucoup parlé, surtout cette semaine, parce que c'était aussi la journée des violences faites aux femmes, donc lutter contre les violences faites aux femmes. C'était donc dimanche, une journée internationale, une journée sur laquelle on doit s'arrêter absolument pour condamner, pour essayer d'éviter et surtout de réparer. Oui, absolument. Moi, je suis en train de suivre les pas de ce petit prince islam qui nous ramène des thématiques du jour en jour que je salue. Et je salue ses parents qui s'inquiètent parce qu'en fin de compte, c'est les adultes face à des difficultés, ils demandent conseil, comment on doit réagir. Et de là, moi, il me semble qu'on a choisi juste un petit fil comme ça pour qu'on puisse dire dans le simple, le quotidien. Ce n'est pas dans le protocole réparation comme ça à long terme, tout ça. Si on est face à cette situation, comment on peut lire d'abord pour mieux réagir? C'est comme si aujourd'hui, derrière les psychologues, derrière ces thérapeutes, on cherche des arbitres, on cherche des gens qui balancent des conseils comme ça rapidement, une baguette magique qui va donner une formule un tout petit peu magique qui va aider à résoudre les choses et tout peut rentrer dans l'ordre. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, je vous invite un tout petit peu à mieux lire ce qui se passe dans l'intérieur d'un enfant, pourquoi il réagit comme ça, et puis réfléchir ensemble quelle est la modalité à projeter, à trouver. On avait parlé aussi, la semaine dernière aussi, d'hyperactivité, de violence, mais qui était quand même encadré quand c'est pathologique, c'est pris en charge, quand c'est pas pathologique. Vous avez donné quelques conseils justement pour déceler où en est-elle cette violence et comment la gérer. Mais quand ça dépasse après, justement, quand c'est pas pris en charge, quand ça grandit avec bien sûr l'âge de la personne, de l'enfant, ça devient encore plus dangereux, plus grave. Cet adolescent qui va grandir dans cet univers, il a tout permis. C'est-à-dire qu'on lui a permis à élever la voix, on lui a permis à taper, on lui a permis à casser. Et donc après, où sont les limites? Absolument, quelle belle introduction, parce que pour la simple raison, c'est un petit geste, ou c'est un clin d'œil, un petit mimique comme ça. Hein. C'est un petit sentiment peut déclencher un coup dur, il est là, il tape, il part, tout content et tout est réglé. Ce qu'on peut retrouver, c'est que les parents aujourd'hui, ils sont un peu tiraillés. Est-ce que je lui dis, eh bien, ils t'ont tapé, tu tapes à ton tour, ramène haqaq, voilà, défends-toi comme tu peux, jib haqaq. Voilà, c'est nous bissin, mais attention, ou est-ce qu'il faut réfléchir un tout petit peu à ce qui se passe? Parce que le plus important à dire, c'est que généralement, les enfants impulsifs qui sont là, rapides dans l'acte, il est là à se défendre, sûrement, il y a un désordre émotionnel. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils n'ont pas trouvé la maîtrise de ces émotions, de ce vécu de l'intérieur. Et du coup, c'est difficile de trouver les mots parce que réfléchir, faire ce travail pour pouvoir dire, placer les choses, ça devient très compliqué. Au lieu de parler,
eh ben, je donne un coup, voilà, je suis pas d'accord, et je parle avec geste ou avec le corps. Est-ce que ce sont des personnes hyper nerveuses qui réagissent comme ça, ou est-ce qu'on arrive quand même à se maîtriser? On doit pouvoir se maîtriser. Ben, écoute, on a le bien dans ce que je fais avec toi, mais avec aussi l'équipe de la rédaction, c'est que à chaque fois on tire comme ça une thématique de ce quotidien de l'enfant. Et on a appris aussi que le mensonge fait partie du développement, que ça s'appelle pas comme ça, et que avec le temps on sait réparer, on sait mettre que le vol, hein, il prend les objets, ça vient un tout petit peu de son quotidien, et puis il apprend dans l'apprentissage comment il fait la séparation entre les choses. On n'est pas très loin. Qui ne peut pas vivre ses émotions de l'intérieur? La colère nous habite, elle fait partie de notre fonctionnement. C'est que si quelque chose me provoque à fond de l'intérieur, on ne saura pas réagir que par une colère et une force de l'intérieur, là où je pourrais dire je ne suis pas d'accord. Là, vous êtes en train de m'agresser. Là, c'est terrible ce que vous me faites vivre. Et réagir par ça, je dirais, c'est le plus normal. On peut retrouver un enfant qui va réagir. La violence, elle est chez tout enfant. C'est tout. De nos jours, surtout, rares les personnes qui se maîtrisent. Ben voilà, ça c'est les personnes qui se maîtrisent. Là, je crois qu'il faut que je rajoute encore une autre chose pour dire la violence, elle est là et c'est quelque chose qui habite le corps de l'enfant. Il peut être violent. Ce qui devient intéressant de voir, c'est pourquoi il réagit tout le temps comme ça et comment je pourrais l'aider pour qu'il puisse prendre du recul ou réfléchir un tout petit peu à résoudre ses problèmes. Voilà, comment il pourra se défendre, trouver des solutions pour pouvoir dire stop. Là, je ne peux pas, ça c'est la limite. Au lieu de rentrer et de foncer dans le mur comme ça, avec des réactions qui peuvent nuire à son quotidien, à la dynamique là où il se retrouve, ben, je dirais c'est là où il faut travailler avec l'enfant pour pouvoir corriger les choses. C'est ça. Aïda, est-ce qu'il y a justement une grande différence aujourd'hui entre l'enfant, la petite fille et le garçon? Oui. Est-ce que ce sont les garçons en général qui sont le plus violents? Moi, je dirais, regarde, moi, je dirais... On a cette impression. Absolument, absolument. Ouais. Mais je vais te dire quelque chose. Les parents, ils ne sont pas pareils avec un garçon ou une fille. Hein. Déjà d'emblée, il y a quelque chose de nous-mêmes qu'on transmet à la fille. Oui. Voilà, toi, tu es une fille, essaye de rester, de faire, de jouer, tout ça. L'enfant, donc voilà, tu essayes de faire tout ça. Donc l'approche déjà, famille, oui, etc. Voilà. Protection, protéger la famille. Voilà. Donc c'est une transmission intergénérationnelle. Mais ce n'est pas rien du tout. Si je dis ou l'idée radul, hein, c'est ou la ergez ou là, il est fort. Là. Il y a quelque chose de fierté. Mais regarde, tu me donnes aussi une bonne réflexion. Souvent, quand nos enfants se défendent bien, ils tapent, ils ramènent, on est comme content. Il y a des parents qui sont là, ils disent par fierté, comme ça, même s'il le dit difficilement, ouais, ben, tu sais, il a cassé ou il a brisé ou il a blessé quelqu'un, mais au fond de lui, c'est quelque chose là, à l'intérieur, il est en position d'autorité ou en position de force. Ben ça, je crois que c'est les débuts. Parce que si je réagis de la même manière avec une fille, je vais créer quand même une fille très rapide, impulsive, qui sera là à cracher, à mordre les enfants, à pincer un tout petit peu les collègues à la crèche ou à l'école, ou à être diabolique. Mais, regarde, la limite, elle ne s'arrête pas là. Parce que ce qui devient intéressant à voir, là, c'est comme une petite introduction, juste pour voir les choses, comment ils évoluent. C'est dans la société. Déjà. C'est dans la société. La société est ainsi faite. La société algérienne, déjà. On n'est pas dans la réparation. Hein. Il nous manque beaucoup de choses pour qu'on puisse approcher nos enfants. Mais ce qu'il y a, c'est dans l'éducation de nos enfants. On est en train d'améliorer et d'apprendre à éduquer nos enfants. Ce qui devient intéressant à lire, c'est qu'il y a réellement des enfants qui aiment faire du mal. Ça, c'est vraiment... Ce n'est pas se défendre ou se retrouver dans des situations difficiles. Balancer une table, casser un verre, briser une fenêtre, ça devient comme... On a quand même l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui se passe à l'intérieur de lui-même. Mais on a d'autres qui sont doués, je dirais. Ils savent comment blesser l'autre, passer à l'acte, mettre des conflits. Ils sont là, ils sont en train de faire du mal à l'autre. Est-ce qu'on les punit à ce moment-là? Il faut vraiment les secouer très fort pour leur dire ce que vous faites est très dangereux. Il y a risque que ça colle un tout petit peu votre... Tout à fait, et ça peut aller crescendo, c'est-à-dire ça va monter doucement, doucement, et après il n'y aura plus de limite. Les parents ne pourront plus rien faire. Moi je dirais, c'est là où il faut
lire la détresse de l'enfant. Souvent, ce sont des enfants en détresse extrême. C'est des enfants très chagrinés. C'est des enfants qui ne savent pas dire en mots ce qui se passe à l'intérieur. Ils sont en colère parce que leurs parents sont séparés, il y a une histoire de divorce, parce qu'il y a un nouveau-né qui arrive dans la famille, parce que la maman se remarie ou le papa se remarie, il se retrouve avec un conjoint qu'il n'aime pas trop, parce qu'il y a une enseignante qui l'harcèle, il ne sait pas comment lui dire stop. Il y a quelque chose de cet ordre déclenché de l'intérieur qui fait qu'il passe réellement à l'acte. Il devient très violent, il devient difficile à gérer ses enfants. Faisons très attention, c'est des enfants qui ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'être soutenus dans leurs émotions. Parce que moi, je reviens aussi à ce qui se passe de l'intérieur. Parole, moi, je prends ça. C'est intéressant, combien que c'est intéressant d'apprendre à nos enfants de placer des mots. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est compliqué de comprendre ce qui se passe en nous? Quand on est en colère, des fois on ne sait pas pourquoi on est en colère. On sait de quoi il s'agit, on a une vision du conflit. Pourquoi on s'est mis en colère autant? Oui. Alors pour l'enfant, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'image de ces pulsions qui sont à l'intérieur, de cette colère qui est à l'intérieur, il ne peut pas la schématiser. Il ne peut pas la nommer, il ne peut pas la dessiner, il ne peut pas la représenter. Mais souvent, c'est au rôle des parents, des adultes qui accompagnent cet enfant, de pouvoir d'abord nommer ce phénomène. Si lui, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, si tu lui demandes pourquoi tu t'appelles, je ne sais pas, c'est ma main, c'est comme ça, il m'a poussé à le faire. Et si on reste uniquement à ce volet de violence, si on reste uniquement à la définition elle-même, on n'a rien fait. Parce que le plus intéressant, le plus important dans cette histoire, ce n'est pas de comprendre le mot lui-même, hein, le phénomène, on le connaît très bien, c'est prévisible. Le plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi il a réagi comme ça. D'où est venue cette force, cette énergie, donc cette Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Mais c'est vraiment lui dire et demander et l'accompagner à placer quelque chose autour de son vécu et puis essayer de l'aider à avoir ce monstre qui habite à l'intérieur de nous-mêmes, dans lequel il peut sortir, il peut comme ça, ou trouver une histoire. Il peut y avoir des rapages par la suite, parce que vous parlez beaucoup de l'enfant, et c'est assez innocent. Quand on dit enfant, les petites colères, etc., c'est plutôt innocent. Moi, j'extrapole toujours en pensant à cet adolescent qui a grandi dans une famille et qui essaye donc de faire du mal quelque part à toute cette famille, la cohésion de la famille, en peut-être frappant sa sœur, en se disputant avec sa mère, etc. Il y a eu des cas comme ça, donc là, ça fait peur. Comment arrêter cette violence? C'est très visible. Il n'y a pas que des cas comme ça, mais c'est au quotidien. On les croise au seuil des portes des écoles, ils sont là dans les rues. On a comme quelque chose dans leur tenue, manière de s'asseoir, manière de parler, quelque chose de très violent. Ils agressent un tout petit peu les collègues, les amis, mais aussi les adultes qui les entourent. Et des fois, c'est très très dur. Je suis entièrement d'accord. Mais tu sais, Amel, moi, je ne sais pas dire stop, je ne suis pas d'accord. Des fois, on dit ne tape pas. Mais tu sais, si je le dis comme ça, c'est que je n'ai pas transmis l'essentiel. Je vais te donner l'exemple. Il ne faut pas donner un ordre. Non, il faut être. Il faut faire. Ah. Faut être ferme. Non, je vais te dire l'exemple. Si mon fils se rapproche d'une prise électrique, comment je peux lui dire stop, ne touche pas? Tu vois la force dans laquelle je vais dire stop, ça c'est très dangereux. Il y a quelque chose, l'électrocution, c'est quelque chose de très dangereux. La violence passage à l'acte, c'est aussi du même ordre. Quand je dis stop, ça c'est inadmissible, je le dis avec fermeté. Il y a quelque chose de moi-même qui s'installe, tout en gardant cette partie que moi je t'aime, c'est indiscutable. Bien sûr. Moi je t'aime, tu es mon enfant. Mais il ne faut pas. Je ne place pas le mais. Parce que souvent, si je dis « mais je ne suis pas d'accord », tout ça, ça veut dire que je balance la première partie. Alors je dis « je t'aime à l'infini, c'est inconditionnel, c'est ok entre moi et toi, c'est bon, mais si tu fais ça, je ne suis pas d'accord, donc je balance toute la formule, donc il peut ne pas m'aimer. Je t'aime, pour ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord. » C'est aussi simple que ça. Et on sépare l'émotionnel dans la relation qui peut tisser le lien entre moi et toi, mais
se met, il peut être très dangereux parce qu'il balance une négociation entre l'enfant et l'adulte et à ce moment-là, il ne sait pas comment trop réagir. Je l'installe, je le mets sur la table, discutons, parlons de ce que tu as fait. Ça, c'est inadmissible. C'est un non catégorique. S'il faut, alors en dehors de placer les émotions, en dehors de placer les mots, de l'aider à dessiner, de le comprendre, s'il essaye un tout petit peu de garder ses comportements, parce que l'enfant, comment on peut lui dire, change de comportement, c'est de placer quelque chose chez ces adultes pour pouvoir dire, à partir d'aujourd'hui, je ne serai pas d'accord avec toi. Je place les choses pour qu'on puisse changer un tout petit peu. Et si je négocie ça avec lui, ça veut dire si tu transgresses les règles, tu seras puni. La punition vient de ma part concernant quelque chose qui se passe ici, dans mon territoire, qui peut concerner un tout petit peu ma maison. Donc, je ne peux pas le punir si l'action elle était faite à l'école et il sera puni à l'école ou c'est-à-dire en famille, là où il sera puni. Donc, ce n'est pas l'idée de multiplier les punitions et de le cerner comme ça, mais de toucher quelque chose qu'il aime bien pour lui dire juste, je t'invite à changer ton comportement. Voilà, et ça reste quand même assez possible. Oui, parce que si l'enfant récidive, vous êtes là pour le punir et il faut punir fermement. Non, ça à ne pas discuter. Les séquelles peuvent être très dangereuses. Un enfant qui ne sait pas placer, ni lire ses émotions, ni pouvoir négocier cet arrêt, ne saura pas le faire à l'adolescence, non plus à l'âge adulte. On a des femmes, hommes comme ça qui glissent vers un passage à l'acte, tout ça, mais après elles regrettent. Je n'ai pas su me maîtriser, c'est quelque chose de plus fort que moi. Mais c'est un apprentissage. Aujourd'hui, on revient à ça pour pouvoir très tôt. C'est pourquoi vous êtes là pour donner des conseils à ces jeunes, ces enfants et surtout ces parents qui ont à gérer absolument. Cet excès d'agressivité, cet excès de violence. On n'a pas besoin de ça dans la société. Du tout. Voilà. Merci beaucoup, Aïda. Merci, Amel. Pour tous ces conseils. On continuera peut-être la semaine prochaine avec une autre thématique et pourquoi pas rester aussi, continuer en tout cas sur la lancée. Bonne journée. Merci, à vous de même. À très bientôt. Aïch. Voilà, on va vous inviter à quelque chose de plus doux, plus agréable, encore une fois, que la violence. Pourquoi pas faire de la danse classique et inviter vos enfants à en faire et en pratiquer. Ça se passe à l'école de danse arabesque, tenue par Madame Namous. C'est Mouna Nawel Hamoudi qui nous fait le topo. Elles ont entre 3 et 25 ans. Pour ces fillettes de l'école arabesque, la danse est bien plus qu'un sport. C'est une passion, un rêve. Une discipline où toutes les performances physiques et techniques sont mises au service de la beauté et de l'élégance. Certaines d'entre elles pratiquent la danse classique depuis plus de 20 ans. On commence. Choisi la danse, c'était pas vraiment un choix au début, parce que c'est mes parents qui m'ont inscrit et peu à peu j'ai appris à aimer cet art et ce sport parce qu'il nous apporte beaucoup, il nous forge un caractère. Alors depuis que j'étais toute petite, j'aimais danser, déjà je faisais des pas dans mon salon et tout. En voyant ma passion, mes parents m'ont directement inscrit chez Madame Namous. Et depuis, je ne suis jamais lassée de la danse, jamais. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment la patience, le calme. Ça fait 4 ans que je fais de la danse ici à l'école arabesque. J'ai commencé parce que depuis toute petite, c'était vraiment, j'ai aimé ça depuis toute petite. Et je m'enfermais dans la chambre et danser pendant des heures et des heures. Donc j'ai commencé et ça forge vraiment le caractère, ça m'a rendue vraiment plus forte. Physiquement ou moralement, je me sens mieux dans ma vie professionnelle et... Regardez mes yeux, très bien, sur les fesses. Maintenant, je tourne mon pied droit, 1, 2. Camilla a 3 ans et fait à peine ses premiers pas dans la danse classique. Elle rêve déjà de devenir une grande ballerine. On ne bouge plus les pieds. Tête pliée. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, doucement. Je ne bouge pas les pieds. Pas beaucoup. 1, 2. Camilla, Elles sont au départ. est-ce que tu aimes la danse classique? Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux devenir? Oui. Qu'est-ce que tu veux devenir?
Une ballerine. Voilà. Et tu viens avec qui ici? Tu viens t'entraîner avec qui? Avec Tati. Une discipline qui nécessite des années d'entraînement, mais pour ces futures ballerines, le plaisir et la passion prennent le pas sur l'effort et la fatigue. Quand on vous ramène un enfant, si vous voyez qu'il est trop jeune, mais on fait un test, on voit si le corps de cet enfant va être disposé à prendre part à un cours de danse classique, parce que la première année, c'est surtout le placement du corps, le développement du rythme, c'est-à-dire de l'oreille musicale, de la coordination. La nature, elle a une importance dans la danse. La nature, elle a une importance. Le fait est que vous verrez les dispositions physiques des unes et des autres, le coup de pied, les ouvertures, la souplesse. L'école arabesque est un établissement où la passion est forgée par une véritable formation. Ces danseuses rêvent de devenir les ballerines de demain, mais pour cela, elles savent qu'il faudra travailler très dur. Un sacrifice face auquel elles n'hésitent pas, car la danse classique est le rêve de leur vie. Et oui, qui n'a pas rêvé un jour de faire de la danse classique? C'est très beau et ça, en tout cas, ça entretient. Et bien tout de suite, nous allons parler d'une autre discipline, celle donc de comment manier la langue et surtout la langue française. Avec nous une invitée qui est donc Wardiya Aissi. Bonjour. Bonjour. Aissi, bonjour, bienvenue parmi nous. Vous êtes donc maître de conférence à l'université Blida 2, département français. Tout à fait. Et vous êtes aussi la présidente de ce colloque international qui est organisé en ce moment même, en tout cas, aujourd'hui et demain. Hier et aujourd'hui. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est un colloque international, donc question autour de l'oral, de l'interdisciplinarité à la complexité, c'est cela. Tout à fait. C'est exactement cela. Alors, ça fait déjà, vous me disiez, depuis 2007, vous enseignez depuis 2007? Oui, j'enseigne à l'université depuis 2007 déjà. Et effectivement, en général, je me suis beaucoup intéressée à l'oral. Et d'ailleurs, ma thèse de doctorat portait justement sur l'oral, l'enseignement de l'oral en milieu plurilingue. Et j'avais pris donc comme objet d'étude l'Algérie, qui est justement un milieu plurilingue assez complexe. Et ça a donné, bon, pour l'instant, en tout cas, dans mes recherches, ça donne de bons résultats en termes d'oral. Tout à fait. Alors, ça fait déjà une année que vous préparez ce colloque, avec bien sûr d'autres intervenants, et puis bien entendu d'autres membres de ce colloque. Oui, effectivement. Effectivement, bon, c'est fait maintenant, mais c'est effectivement un réel travail d'équipe qui a été fait durant plus d'une année en fait. Donc, contrairement à d'autres colloques où il n'y a qu'une seule personne qui travaille l'appel à communication, là, on a commencé en équipe depuis l'appel à communication jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez eu quand même 79 donc, communicants. Tout à fait. Donc, plusieurs communications, plusieurs thématiques autour de l'oralité. Oui, autour de l'oralité. Et vous avez eu 33 structures algériennes qui ont participé. Oui. Plusieurs universités ont pris part. Plusieurs universités, écoles normales supérieures et centres universitaires algériens. Voilà. Tout à fait. Donc, ça en fait donc de la matière grise, ça en fait aussi de la matière pour débattre autour de l'oralité. L'oralité qui fait partie aussi de notre patrimoine immatériel aujourd'hui. Exactement. Ça c'est donc transmis, assez bien transmis quand même. C'est très difficile d'enregistrer donc l'impact de la parole et de la cadrer, de l'enregistrer et de la transcrire surtout. C'est vrai d'ailleurs. L'un des axes du colloque porte sur l'oralité, puisque nous le savons, nous avons une culture, toutes les cultures algériennes sont à la base des cultures orales et donc de transmission orale, donc nous ne pouvions pas faire l'impasse sur l'oralité. Et donc nous avons plusieurs axes dans le colloque, dont l'oralité, donc la culture orale et la littérature orale aussi. Donc c'est l'un des rares domaines où on peut mêler littérature, sciences du langage et didactique. Donc c'est à l'intérieur de cet oral et c'est pour ça qu'on a parlé d'interdisciplinarité. C'est un aspect de la langue. Oui. D'ailleurs, même l'oral en tant que tel, c'est un moyen de transmettre et c'est aussi
un objet de transmission, c'est-à-dire on apprend avec cet oral et on fait apprendre ou on enseigne avec cet oral. Exactement. Donc, c'est, on fait un métier toutes les deux, donc très, très important parce que justement l'impact de l'oralité, nous parlons constamment, nous face à une caméra, donc face à des téléspectateurs qui nous suivent, vous face à des étudiants, vous êtes dans un amphi, vous faites votre métier au quotidien, vous donnez de l'information dans l'oralité. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui est quelque part assez bizarre, assez complexe. C'est quand on explique aux étudiants que l'oral, c'est justement la capacité à s'adapter à l'autre, à s'adapter à un public, à s'adapter à un niveau, à s'adapter. On ne peut pas parler de la même manière à un adulte et à un enfant. D'ailleurs, on le perçoit tout de suite quand il y a bien sûr une pièce théâtrale qui est transcrite. Oui. On ne reçoit pas les mêmes émotions que pas, même si on écrit, voilà, la personne va réagir telle et telle de telle façon, etc. Bien sûr. C'est pas du tout la même chose. Bien sûr, que c'est pas si la on même le faisait chose. oralement. C'est pas du tout la même chose parce que l'oral a ce caractère spontané qui ne peut pas être transcrit justement. Et en fait, les émotions sont justement générées et provoquées par ce caractère spontané. Parce que quand c'est écrit, bon, on s'y attend au fur et à mesure des lignes, on s'y attend. Et contrairement au fait de parler, quand on parle, c'est une autre histoire. On ne peut pas s'attendre à ce que l'autre va dire. Tout à fait. Alors, vous avez parlé aussi de l'utilité donc des langues. Alors, l'oralité, ça se transmet, c'est vrai, de génération en génération, mais vous avez parlé des 3 langues aujourd'hui usuelles ici en Algérie. Pas que les 3 langues, justement. En fait, on a parlé d'ailleurs hier lors de la conférence plénière avec Marielle Rispail de l'Université de Saint-Étienne, avec laquelle j'ai eu le plaisir de partager la conférence plénière. En fait, nous avons parlé justement de cet oral en contexte plurilingue complexe. Pourquoi on a parlé de contexte plurilingue complexe? C'était justement pour dire au public, pour dire aux intervenants, à nos étudiants qui étaient présents aussi, que l'Algérie ne se résume pas justement à ces 3 langues, à ce trilinguisme que nous connaissons, donc arabe standard, arabe algérien et berbère dans toutes ses variétés, et le français, non. Aujourd'hui, nous voyons dans les rues des Asiatiques, des Syriens, des Maliens. Donc en fait, cet aspect culturel, on ne peut pas l'éviter. Se détacher de cet aspect culturel. Il n'y a pas de frontières et les langues n'ont pas de frontières. Donc il y a un perpétuel enrichissement de ces langues, de cet oral. On peut le voir juste à travers nos propres cultures algériennes, lorsqu'on est dans une ville, même pas dans une ville, dans un quartier, et qu'il y a de nouveaux voisins qui débarquent de l'Est ou de l'Ouest ou d'ailleurs, les premiers qui vont être empreints justement de ce nouvel oral, on va dire, de cette nouvelle façon de parler, ce sont les enfants. Parce que c'est les enfants qui vont avoir le premier contact. Et donc, ils vont tout de suite absorber la nouvelle façon de parler des autres. Et donc, de nouveaux mots vont apparaître dans leur façon de parler. Il faut dire que depuis quelques années déjà, on a vu un changement donc, dans notre lexique algérien. Donc, dans les pratiques langagières. Une mutation donc, de notre langue, que ce soit la langue arabe, la langue française ou la langue berbère. Il y a eu donc beaucoup de mutations dues aussi à la mondialisation, le progrès aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, on parle du concept de langue hybride. C'est ça. C'est qu'on parle même plus de dialecte ou autre, on parle plutôt de langue hybride. Et les langues, je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas de limite, n'ont pas de frontières. Donc d'ailleurs, nous, Algériens, on a tendance à utiliser toutes les langues, des fois dans la même phrase. C'est vrai. Et pourtant, ça n'altère en aucun cas la compréhension ou la transmission du message. Exactement. Moi, je continuerai toujours à saluer ces générations qui ont réussi à nous transmettre aujourd'hui notre patrimoine. On parle par exemple de Si Mohamed Oumhand qui a réussi à transmettre cette oralité. Mouloud Mamri a été le premier à transcrire ces poèmes. Il y a aussi l'Imzad qui a été transmis de génération en génération. Aujourd'hui, les filles qui apprennent l'Imzad, aujourd'hui, il y a une école structurée, etc., où on apprend. Donc, ces poésies d'Imzad qui ont été aussi très bien sauvegardées. Tout à fait. De manière orale. D'ailleurs, dans la continuité de ce colloque, une collègue à moi, qui devait être là avec moi, travaille sur l'anthropologie. Va travailler sur Mouloud Mamri. Donc, ça va être dans la continuité. On va sûrement travailler l'aspect de cette oralité, la transcription des poèmes qui a été faite par lui en premier, en fait, en Algérie. Exactement. Donc, sinon, par rapport à l'oral, en fait, nous nous sommes axés aussi sur l'aspect didactique.
pas que sur les langues ou sur la littérature. Et nous avons été, non pas surpris, mais c'était agréable d'entendre parmi des gens qui étaient présents hier que le ministère de l'Éducation nationale tend aujourd'hui à aller vers la formation des inspecteurs justement à l'oral. Donc en ce moment même, il y a des formations qui se font. D'ailleurs, nous le voyons à travers le manuel qui est constamment refait, ajusté. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Et on voit que l'oral a beaucoup plus d'importance aujourd'hui. Peut-être par rapport au fait qu'au niveau de l'éducation nationale, nous parlons depuis quand même quelques années, depuis la réforme de 2003, nous parlons de la pédagogie du projet. C'est très important, la pédagogie, justement. L'oral, au niveau des écoles, ça permet aussi aux professeurs de pouvoir capter l'attention donc de l'élève, et l'élève aussi pourra encore une fois aimer de plus en plus la matière. Bien si sûr. l'oral a été super, donc ça a été peut-être comment on dit, une prestation, très belle prestation, l'enfant ne va être que séduit, il va aimer la matière, Exactement. il va rester, il va vouloir revenir. On avait, je me rappelle, un prof à la faculté et l'amphi était toujours plein parce que justement il avait cette façon de transmettre l'oralité et la façon donc de transmettre l'information qui était extraordinaire. Oui. D'ailleurs, même au niveau de l'école, on en discutait hier dans la discipline de la sociodidactique, c'est une nouvelle discipline. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ne pas séparer l'enfant de l'élève. C'est-à-dire qu'un enfant arrive à l'école, mais en ayant des compétences qui sont déjà installées, que ce soit dans sa langue première ou dans la langue qu'il a apprise en premier à l'école. Donc, il ne faut pas justement le séparer de cela. Nous, on a tendance à dire à l'enfant ne parle pas ta langue, ne parle pas cette langue en classe, parle le français, parle seulement l'anglais. Non, mettre ce genre de rempart va faire que nous ne pourrons pas aller vers ce plurilinguisme. Donc, le fait de reconnaître la langue de l'enfant, la langue de l'élève, la langue de l'étudiant aussi, c'est une façon de lui ouvrir les portes. Finalement, par réflexe, à chaque fois qu'on va lui dire « tu ne dois pas parler cette langue », il va se renfermer à chaque fois un peu plus. Donc, ce n'est pas qu'il n'aura pas les bonnes réponses, ce n'est pas qu'il n'aura pas compris, c'est juste qu'il ne voudra pas parler puisqu'il n'a pas le droit de parler. Oui. C'est très difficile parce qu'après on rentre dans un autre débat, celui donc du complexe, peut-être de ne pas pouvoir s'exprimer à sa façon. Voilà. C'est vrai que quand on est à la faculté par exemple, on vous donne donc des cours de manière orale, après on vous donne des polycopes où vous avez aussi durant le cours vous avez pris des notes comme ça. Mais c'est vrai que l'oral va être un impact très fort. Hein. C'est-à-dire que la mémoire va devoir travailler plus pour pouvoir retenir le maximum d'informations. Exactement, en fait l'oral va générer pratiquement les mêmes processus cognitifs que l'écrit, au niveau de la réception comme au niveau de la production. Sauf que l'oral, c'est quelque chose, d'ailleurs certains auteurs comme Jean-François Alté, comme Aïcha Benamar aussi d'Oran, vont vous dire que l'oral a un caractère flou et insaisissable. C'est qu'une fois que c'est parti, parce que c'est justement spontané, c'est pas comme l'écrit où on peut raturer, on peut refaire, on peut effacer, Là, l'oral, une fois que c'est parti, c'est parti. On peut pas l'arrêter. Donc, c'est quelque chose, vous l'avez dit. Quelquefois, on vous dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu dis ta phrase, mais vous n'arrivez pas à reprendre la même phrase. La même phrase, d'exactitude. Vous allez changer le sens de la phrase. Voilà. Non, on va reformuler simplement. Reformuler la phrase. Tout à fait. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est justement là le caractère complexe de l'oral. On a parlé de l'interdisciplinarité tout à l'heure, et là, on est arrivé au mot complexe que vous avez énoncé. Utilisé. Exactement. Oui. Voilà, c'est en tout cas très intéressant. Vous avez donc cette journée d'aujourd'hui qui va s'articuler encore une fois avec d'autres communications. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avons des communicants du Maroc, de France aussi d'Algérie. Donc nous avons Blida, nous avons El Bouaghi, nous avons l'Oued, nous avons Annaba et nous avons Ain Timouchant et Mostaganem. Très bien. Et donc les thématiques Toujours autour de l'oral, nous avons gardé toujours le même fil conducteur, à savoir le rapport langue orale, le rapport littérature-oralité et ce rapport aussi oral et didactique ou socio-didactique, ça dépend ensuite des intervenants. L'exercice qui est aussi très agréable à suivre, c'est celui du conte et de la narration. D'ailleurs, il y a eu des communications qui ont justement traité du conte et de la
narration hier. C'est très beau en tout cas, et ça prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Il y a donc des rencontres autour donc du conte, des nuits du conte, et des rencontres internationales. Et puis d'ailleurs, ils ne se sont pas simplement arrêtés au conte. Il y a eu le conte, alors le conte algérien de façon globale, le conte occidental, le conte amazigh. Et puis il y a même eu, dans le cadre de la mazirité, il y a même eu des communications sur comment enseigner l'oral en tamazight. Donc, pour vous dire qu'on est à peu près... on suit finalement le mouvement aussi social et sociopolitique algérien. Parce que c'est très complexe, d'où la thématique, exactement. l'interdisciplinarité, bien sûr. Et voilà, en tout cas, c'est un colloque très intéressant. Bon courage à vous pour cette rencontre, première édition de ce colloque. Merci beaucoup. Merci, c'est la première édition. Il y en aura d'autres qui s'inscriront sûrement dans une thématique qui se rapproche. Donc, je vous l'ai dit, l'oralité de Mamri, il y a quelqu'un qui y pense déjà dès maintenant. Donc, on espère que ça va aboutir surtout. Et donc, mais je le répète, c'est que c'est tellement complexe. Donc, déjà, le fait de faire un colloque, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est assez complexe aussi de travailler sur l'oral, surtout si on n'a pas les gens qu'il faut à côté de soi. C'est ça. Donc heureusement que j'ai eu une équipe, d'ailleurs je les appelle les guerriers, parce que c'est une équipe à qui je dois tout en fait. Ouais. J'imagine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de venir pour nous en parler en détail. Invité. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bon courage pour ce que vous faites. Et puis, vous allez retrouver vos étudiants, oralement aussi, par la suite, après le colloque. Exactement, exactement. On reprend le cours de la vie. C'est ça. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bon courage pour le colloque. Merci. Eh bien, on continue. Cette fois-ci, on vous emmène à la découverte de nos belles forêts. Cette fois-ci, la forêt de chênes du côté de Djidjel. C'est Rahim Abdelaziz qui nous les fait découvrir. Chênes et Afares perdent leurs feuilles. Ce sont des espèces à feuilles caduques. Ce sont aussi des espèces qui affectionnent les hautes altitudes ainsi que l'humidité. Dans les bas étages règne le chêne liège et ses sous-bois. Le chêne liège est une espèce à feuilles persistantes. Les forestiers locaux constatent que les pressions anthropiques qui pèsent sur cette forêt écuyienne de chênes ont fragilisé ce milieu naturel. La forêt domaniale de Tementout est le prolongement naturel de la chaîne des Babor. Elle s'étend sur 3173 hectares. Elle est située à l'extrémité nord-est de Sétif, à 80 km du chef-lieu de Wilaya et à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau des côtes méditerranéennes. Cette forêt renferme 4 espèces de chênes, 1900 hectares de chênes zen, 340 hectares de chênes verts, 35 hectares de chênes afares. La forêt de chênes liège s'étend sur 900 hectares. Celle-ci revêt un caractère économique majeur. La forêt de chênes liège produit jusqu'à 650 quintaux à chaque récolte qui s'effectue une fois tous les 9 ou 10 ans en fonction des conditions climatiques. Cette forêt fait partie intégrante de la réserve naturelle des Babor grâce à sa riche biodiversité floristique, notamment les plantes médicinales existantes, et à son avifaune rare, à l'exemple de la cite El Kabyle des Babor. Des Babor, à partir de Serge Roul, apparaissent les forêts de Tementout et Temsguida. Crise des maladies. Voilà, de retour sur le plateau et on invite notre amie qui revient pratiquement chaque fois du ministère de la Santé. On la reçoit avec grand plaisir. Madame Samia Hamadi, bonjour. Bonjour. Sous-directrice des maladies infectieuses et prévalentes. Des maladies prévalentes et de l'alerte sanitaire. Et de l'alerte sanitaire. Mais aujourd'hui, parce que
parce que je suis aussi en charge du dossier SIDA. C'est pour tout ça que à je suis fait. là aussi avec vous. Exactement. Et on va parler donc d'épidémiologie, on va parler aussi donc de ce virus et surtout de comment se prémunir avec bien sûr donc des chiffres aussi du ministère de la Santé. Vous êtes là parce que nous allons célébrer le 1er décembre la journée internationale de lutte contre le sida, VIH-Sida. Aujourd'hui, c'est une maladie, est-ce qu'elle fait toujours aussi peur? Je pense, peur, oui, parce que les gens ne connaissent pas. Vous savez, en tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Et c'est parce que aussi vous jouez le rôle de sensibilisation et d'information. Parce que quand on ne connaît pas la chose, on a peur d'elle ou de cette maladie, ou on l'ignore. Parce qu'on ne veut pas le savoir et on ne veut pas... c'est comme si, non, je n'ai pas envie d'en parler parce que je ne suis pas concernée. Mais en fait, toute personne est concernée parce qu'on ne sait pas. Selon nos comportements, on risque de l'attraper. Bien sûr, la contagion peut se faire de plusieurs façons. D'ailleurs, vous allez nous l'expliquer dans un moment. Alors, c'est une maladie qui a vu le jour il y a quelques années, qui a été prise en charge au niveau international. Il y a ONU-SIDA aujourd'hui qui s'occupe donc de la transmission et de l'avancée, et surtout de la guérison donc de cette maladie. Ce n'est pas sur la guérison, hein, pas par rapport au traitement. Quand on parle de traitement, on parle plus, les directives, ils viennent plus de l'Organisation mondiale de la santé, donc de l'OMS. Par contre, les directives sur la surveillance, sur la prévention, c'est plus l'ONU-SIDA. Et donc, comme vous savez, cette année, en fait, la célébration de cette année, c'est le 30e anniversaire de célébration, pas le début de la maladie, mais c'est parce qu'en 88, les ministères de la santé des États membres ont lancé cette campagne, et c'était une initiative, en fait, vraiment une belle initiative novatrice en santé publique pour sensibiliser les gens, pour faire connaître cette maladie afin de la prévenir. Exactement. Et donc, le ministère de la Santé, à l'instar des autres pays, bien sûr, donc on célèbre chaque année cette journée. Et c'est une campagne d'une semaine, mais ça ne veut pas dire qu'on fait que la semaine, on travaille le long de l'année, mais la semaine, c'est parce que c'est l'anniversaire de cette campagne. Il faut faire du bruit autour donc, de cette maladie, sensibiliser les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui peuvent aussi être plus vulnérables par rapport aussi à cette non-protection peut-être, et pouvoir les informer sur l'utilité. Par exemple, il y a eu une opération qui a été faite aussi avec le centre de toxicologie aussi. Tout à fait, parce qu'il y a un lien. Voilà. Il y a le lien. Les sensibiliser. Oui, oui, tout à fait. Il y a le lien, vous savez, quand on parle des facteurs de risque ou des populations, parce que si on parle de l'Algérie, par exemple, maintenant, c'est un pays à faible prévalence dans la population générale, on a moins de 0,1%, mais c'est concentré dans cette population vulnérable ou là, très exposée au risque. Cette population, parmi cette population, si j'ose dire, c'est les utilisateurs de drogue. C'est ça. Et là, c'est normal, le lien, il est là. On ne parle pas assez aussi des populations, des personnes ayant des rapports sexuels, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels de sexe. Je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler parce que cette maladie, elle est très fréquente dans cette population. Et donc, il faut en parler. Pourquoi? Parce que ce qui entrave, en fait, à la prévention, à l'élimination, parce qu'on s'inscrit à l'élimination du sida d'ici 2030, en tant qu'une épidémie ou en tant qu'un problème de santé publique, ça ne veut pas dire qu'on va l'éradiquer, mais ça veut dire qu'on va l'éliminer en tant que problème de santé publique. À ce moment-là, il faut travailler sur la discrimination. Il faut lutter contre la discrimination, la stigmatisation. La discrimination, parce que dans le monde entier, aujourd'hui, on a encore peur de cette maladie. On sait qu'elle est transmissible par certaines voies, mais bien entendu, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui la voient de loin, ont peur. Donc, ce qui fait qu'ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Ils s'éloignent de ces personnes qui sont porteuses donc, de ce virus, et ils essayent donc de se prémunir de la simple façon. J'allais dire, c'est naturel. C'est naturel. Si je ne connais pas, c'est un réflexe. Je ne connais pas la chose, j'ai peur de l'attraper. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille beaucoup à faire connaître les modes de transmission. Et donc, si on connaît les modes de transmission, si on connaît aussi
le statut. Et d'ailleurs, cette année, le slogan, c'est « Connais son statut ». Ça, c'est le thème. Et le slogan national, c'est « En cas de doute, le test me rassure ». Ça veut dire que si je vais me dépister, me faire dépister, je vais me protéger et je vais protéger ceux que j'aime. Parce que là, si la personne, elle est dépistée, elle est identifiée comme porteuse du virus, elle peut se protéger. Comment? Parce qu'elle va être prise en charge et le traitement, il est gratuit, il est disponible. Donc la personne, elle va plus, la charge virale de la personne, elle va être supprimée, j'allais dire. Elle est tellement très faible qu'elle ne transmet plus le virus. Et donc la personne, elle peut mener une vie normale et elle peut se marier, elle peut avoir des enfants sans transmettre au conjoint, sans transmettre à l'enfant. Et ça, c'est beau, quoi. Aujourd'hui, il y a eu donc une avancée dans la maladie, c'est-à-dire que les séropositifs, par exemple les mamans, ne peuvent plus transmettre à l'enfant. C'est-à-dire qu'on arrive quand même. En fait, c'est la stratégie du ministère de la Santé. C'est l'élimination de la transmission mère-enfant et du virus du VIH. Mais pour ce faire, il faut que la maman se fasse dépister. Et alors, se faire dépister, la stratégie, c'est lors de contact, le premier contact CPN, consultation prénatale, proposer le test VIH comme les autres, comme pour l'hépatite C, l'hépatite B et la syphilis. C'est-à-dire ce sont des virus qui restent peut-être en dormance, vous ne savez pas que vous êtes donc infecté par ce virus et malheureusement ça se transmet. Oui, donc, tout voilà, à fait. Faut faire donc, et donc si la personne, elle est dépistée, donc si on détecte chez elle, elle est prise en charge, donc elle reçoit un médicament et donc son enfant peut naître sans le virus. Donc c'est ça qu'on essaye de faire passer, mais le dépistage reste basé sur les principes de volontariat et de confidentialité. Et si on reste dans cette approche, et si les gens respectent ça, respectent la confidentialité, respectent le volontariat, donc les gens, si je prends le temps d'expliquer à la maman ou d'expliquer à toute personne le bienfait du test, de se faire dépister, je pense et de se dire, oui, d'accord, on va vous dépister et vous allez, ceci va vous protéger l'enfant, protéger les gens que vous aimez, votre entourage. À ce moment-là, la personne, elle va se faire dépister, donc d'elle-même. Et on va l'orienter aussi pour la prise en charge. Donc, elle va être rassurée. Et c'est ça, c'est une priorité pour nous. Alors, vous, en tant qu'organisme, c'est-à-dire le ministère de la Santé, mais pas que, puisque vous travaillez avec l'Organisation mondiale de la santé, puisque c'est un problème donc, mondial aujourd'hui, le sida. Essayer d'éradiquer cette maladie et l'avancée, bien sûr, de la maladie. ONU-SIDA pour la surveillance également, mais pas que, puisque les associations sur le terrain travaillent énormément. Heureusement, on les connaît depuis assez longtemps, comme par exemple l'association Hayat, l'association AIDS, d'autres associations. Vous me donniez aussi Solidarité AIDS, la PCS, ANIS. En fait, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur la thématique. Mais les associations que vous venez de citer, ce sont des associations thématiques. Donc, ils travaillent spécialement sur le VIH. Ils jouent un rôle très, très important parce qu'ils font un travail de proximité. Comme je vous ai expliqué que vous savez que le comité, en fait, le ministère de la Santé, il n'est pas seul. Il travaille avec d'autres secteurs, d'autres départements ministériels et la société civile. Donc, on a quand même 13 départements ministériels, on a les 4 thématiques qui sont dans le comité, on a le Croissant Rouge, on a les scouts musulmans, on a des personnes ressources. Pour sensibiliser. Tout ça pour travailler pour la riposte nationale vis-à-vis du VIH. Donc, ensemble, je pense qu'on a réalisé beaucoup de progrès. Mais il reste des défis encore à relever. Et ça, c'est si on arrive à bien travailler dans cette population clé
qui est prise en charge par l'association. C'est pour ça que je dis la société civile, c'est elle qui joue ce rôle. Parce que nous, on n'a pas accès à cette population. Exactement. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Je rappelle qu'on va continuer à en parler. On aura aussi d'autres associations sur notre plateau d'ici le 1er, encore une fois, pour sensibiliser les jeunes et tous ceux qui ont peur de cette maladie, encore une fois. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Je vais juste rajouter quelque chose. Vous savez, je rajoute toujours des petites choses. C'est pour dire que le dépistage, nous avons, enfin le ministère de la Santé, nous avons 62 centres de dépistage à travers le territoire et donc les personnes peuvent aller se faire dépister au niveau de ces centres et donc ils sont orientés par la suite vers les 15 centres de prise en charge. Et le médicament, il est disponible, il est gratuit et donc faites-vous dépister si vous avez des doutes. Je reviens à notre slogan, en cas de doute, le test vous rassure. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Samia Hamadi. À très bientôt et bon courage pour ce que vous faites au quotidien. Eh bien, on va vous emmener du côté, donc cette fois-ci, de Rilizen. Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, le sommaire, donc il y a eu donc cette date anniversaire de l'allégeance de l'Amir Abdelkader. Ça s'est passé cette fois-ci à Rilizen et donc Iman Mahrougras y était. Regardez, on se retrouve juste après. Bonjour Alger, bonjour à vous tous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, cela s'est passé un 27 novembre 1832. L'émir Abdelkader fut proclamé chef de la résistance. 186 ans après, on en parle et en présence de Monsieur Chamil Boutaleb. Alors lui, il est chercheur en histoire de l'émir Abdelkader et écrivain aussi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir que de partager avec vous ce plateau en cette matinée. Merci beaucoup Imen pour votre invitation en ce jour très important dans la vie de notre pays, de l'Algérie, puisque ce jour, c'est le 186e anniversaire de la Moubaïa, de l'allégeance à l'émir Abdelkader. Exactement. Alors, que veut dire cette allégeance, justement? Alors, avant de passer, que veut dire de cette allégeance? Alors, qui est l'émir Abdelkader? Ce grand homme qu'on dit que c'est le fondateur de l'État algérien, le créateur, on va dire, de la monnaie algérienne. Et aussi, il a fait couler beaucoup d'encre sur ce grand homme. Il y a même des villes aux États-Unis. Il y a Abdelkader City aussi, qui a été à l'effigie de l'émir. Qui est l'émir Abdelkader? Oui, ben, il est né le 15 Rajab 1223, qui correspond au 26 septembre 1808. Il est né à Al-Guetna. Très peu connaissent Guetna, bien sûr. Guetna se trouve entre Hassine et Sidi Bouhnifia, les termes, Sidi Bouhnifia, et à une vingtaine de kilomètres de Ris, et à une 35 km de Mascara. Donc, Guetna, c'est une petite bourgade, mais qui était très importante à l'époque, puisque c'est là où se trouvait la Zawiya. La Zawiya de Sidi Mahiddin, qui a été créée d'abord par le grand-père de l'émir, le père Sidi Mahiddin, Sidi Mustafa. Cette Zawiya, c'est une université. Elle comprenait jusqu'à 5000 étudiants qui venaient de Mauritanie, du Sénégal, de Libye, du Maroc, de Tunisie. Et donc, l'émir est sorti de cette université et à 12 ans, il était talib. Donc, il était... À 12 ans? À 12 ans. Moi, je pensais que c'était à 24 ans. D'ailleurs, il avait une connaissance incroyable, l'émir. Oui, puisque c'était un génie. Hein. D'abord, à 12 ans, il était talib. Ça, il connaissait tout. Et à l'âge de 16 ans, il s'est marié. Et à l'âge de 17 ans, il est parti à la Mecque avec son père. Et là, il a rencontré tous les grands maîtres des voies initiatiques, les grands maîtres de la Tariqa al-Qadiriya, de la Chadiliya et de la Naqshbandiya, qui était très importante à l'époque. La Naqshbandiya, qui était représentée à cette époque par Imam Chamil, dont je porte le prénom. Exactement. Donc l'imam Chamil, qui est le troisième imam de la Naqshbandiya, le premier c'était Imam Ahmed, le deuxième c'était Razimullah, et le troisième Imam Chamil, qui a combattu les Russes pendant plus de 35 ans, en même temps que l'émir Abdelkader contre la France. Donc, à son retour de la Mecque,
Donc il avait acquis encore une autre expérience, une autre vision des choses de ce monde. Et il trouve, quelques années après, l'Algérie est envahie. Le 14 juin 1830, et donc des tractations ont eu lieu. Qui va mener le combat contre cette puissance qui n'avait aucune comparaison avec les 3 siècles passés avec l'Empire ottoman, avec les Ottomans. Et donc arrive le 27 novembre 1832, et les tribus n'ont trouvé qu'un seul qui pouvait, réunir toutes ces tribus disparates. L'union fait la force. Exactement. Et donc, dans le texte de la Moubaïa, l'émir voulait construire un pays, construire un État, réunir les tribus. Donc, il était le fondateur de l'État algérien dans le sens le plus moderne du terme. Il a été le symbole de la résistance. 17 années terribles de résistance. Et donc, c'est un génie, hein, parce que contre la première puissance mondiale de l'époque, hein, les armées napoléoniennes, donc 17 ans contre 150 généraux, plus de 150 généraux, 16 ministres de la guerre, 5 princes de France, et puis lui, l'émir, il avait quand même une puissance, ce sont ses khalifas. Parce qu'au moment où il a été proclamé émir, on va dire même le chef, c'est le chef de l'État algérien. Il faut dire que l'Algérie n'était ni un royaume, ni un émirat, ni un khalifa, c'était un pays. J'allais vous poser la question justement, pourquoi avoir donné ce titre de émir alors que l'Algérie, c'était pas un royaume comme vous le dites, on n'avait pas d'émir, on n'avait pas des rois, on n'avait pas... Très bonne question. Puisque émir, ça veut dire commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Le chef. C'est-à-dire, c'est lui qui va réunir, c'est lui qui va diriger, un dirigeant. C'est un dirigeant, Amir al-Mu'minin. Bien sûr, dans les traditions intermédiaires, Amir veut dire émir, sultan ou monarque ou roi. Non, c'était un émir qui commandait. Une fois la résistance finie, il n'a plus ce titre d'émir. Bien sûr, une fois qu'il est parti en France... Alors, avant de continuer, Monsieur Chamil, parce que là, la discussion est tellement agréable de parler de ce grand homme qui représente et qui est le fondateur de l'Algérie moderne, d'ailleurs, et actuelle aussi. Alors, je vous propose de suivre ce reportage concernant les conférences organisées dans différentes villes de l'Ouest à l'occasion de la Moubaïa. Je vous invite à regarder ça et on se retrouve juste après. Un homme, un chef de tribu, répondant au nom de Mahieddine, était connu pour sa sagesse et sa piété. Au lendemain de l'invasion française, un conseil de chefs de tribu lui propose de diriger la résistance, refuse et décide de se tourner vers le fils de Mahieddine, un jeune homme d'à peine 24 ans, nommé Abdelkader, l'homme qui a entrepris de mettre en place les fondements de l'État algérien moderne, et c'était le 27 novembre 1832. كان فقيها وعالما وشاعرا ومجاهدا وسياسيا وصوفيا. هذا الأعمال كله جمعها الأمير عبد القادر، وكان كما نقول عبرة لمستقبل الأجيال اللي أعطت ثمرة من خلال الثورات اللي عرفتها الجزائر في المستقبل، وكذلك أعطى للشعب الجزائري وللشباب الجزائري تلك الروح الحيوية من أجل تقديم التضحيات. C'est Relizane qui abrite la 186e année de la célébration de la Moubaïa de l'émir Abdelkader, mise à profit par les autorités locales. مناسبة اليوم ليست تعني فقط أننا نستحضر هذه الذكرى من أجل أن نعرج عليه أو نعاقب عليها، وإنما من أجل أن نرسخ في أذهان شبيبتنا بأن هذا الوطن لا يمكن أن يكون أو يتوقف عن إنجاب القيادة أو إنجاب
مشاهير يخدمون الوطن الجزائري ويخدمون الوطن العربي ويخدمون الوطن الإسلامي. Au programme, des conférences et des communications animées par des chercheurs en histoire, ainsi que la projection d'un court-métrage et une exposition d'images sous des thèmes historiques. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de notre invité, Monsieur Chamil, qui, je le rappelle, est chercheur en histoire de l'émir Abdelkader et écrivain aussi. Donc, je vais vous poser une autre question aussi. Alors, qu'est-ce que El Moubaïa? La Moubaïa, c'est l'allégeance, hein, en français, c'est l'allégeance. Ça veut dire que les tribus ont décidé, voyant qu'il y avait une anarchie extraordinaire avec cette invasion coloniale française qui n'était pas comme les autres invasions ottomanes ou espagnoles. Ça, c'est une autre forme d'invasion qui s'appelait colonisation, parce qu'ils comprenaient que c'était une force qui était rentrée, une force armée la plus très différente des autres civilisations et des autres invasions qui sont passées. Donc celle-là il a compris que c'était une invasion autre du 19e siècle. Et donc il a fait montrer aux tribus qu'il fallait s'unir, qu'il fallait faire une résistance. Et tout seul, il ne le pouvait pas, donc il fallait une union. Et c'est là le génie de l'émir, où il a été précurseur c'était lui le premier qui a fait la réunion de toutes ces tribus, et il a bien choisi ses hommes pour guider. Et donc, dans le texte de Moubaïa, c'est bien précisé la justice. Il fallait une justice juste et il fallait une sécurité. D'ailleurs, dès la proclamation de l'émir comme commandeur des croyants... Et il avait à peine 24 ans aussi. 24 ans. Donc, il y avait une sécurité totale. On racontait qu'une femme pouvait sortir la nuit avec ses bijoux sortir d'un mariage, elle n'était pas agressée. Donc, il y avait une sécurité... Et pourtant Oui, et pourtant, donc, une sécurité totale dans les territoires que l'émir commandait. D'ailleurs, juste après la Moubaïa du 27 novembre, sous l'arbre, hein, c'était majestueux, il y avait la deuxième Moubaïa, le 4 février 1833, à la mosquée Sidi Hassan. Alors là, c'est la grande Moubaïa où tout le monde a prêté allégeance à l'émir et lui a donné, donc c'était pratiquement le conseil constitutionnel officiel, etc. Donc il a juré là, sur le Coran. Donc c'était, vous m'avez proclamé comme commandeur et je vous dis que j'accepte cette... Mais le 18 mars 1833, c'était la troisième Moubaïa que très peu connaissent. Elle s'est passée à Arsibia, au faubourg de Mascara, devant 9000 cavaliers venant de toutes parts, alors là, cette fois-ci, et il a donné l'ordre d'attaquer Oran et Tlemcen, donc nous sommes le 18 mars 1833. Et juste après, il y avait les grandes batailles sur Oran, le blocus de Khalgenta, de Khamgennetah, et le commandant de la place, le général Desmichel, mais le général Desmichel était déjà général du temps de Napoléon. Exactement. Voyant qu'il y avait un blocus, il demande à l'émir de faire une trêve, comme partout ça se passe dans les guerres. Il a fait une trêve, un traité, un accord avec Desmichel le 26 février 1834. Proclamant que l'émir Abdelkader, c'est lui le chef de la résistance. Et à partir de là, il a commencé à voir les deux premières régions ou khalifats de l'Algérie. Le premier khalifa, c'était Mustafa Ben Tami, qui commandait Mascara et la région, et le grand khalifa Mohamed al-Wulhassi, et donc qui commandait Tlemcen. Tlemcen est la région de Témouchen, toute la région. Donc les deux premières régions que l'émir a créées, c'était celles-là. Et donc après, la France se dit, qu'est-ce qui se passe, comment on se retrouve, on vient coloniser, puis on trouve un jeune... Et donc... Trézel arrive, il remplace Desmichel,
Et c'était la grande bataille de la Makta. Et là, l'émir, bien sûr, c'était l'une de ses plus grandes victoires de l'Algérie moderne contre les troupes coloniales françaises à la Makta. 1500 morts du côté français, plus de 1000 morts du côté algérien, mais c'était des Il n'a pas eu justement que cette victoire, parce que aussi, je rappelle qu'il y a aussi une obélisque à l'effigie de l'émir Abdelkader, ici même à Oran, à la place d'Armes, rebaptisée place du 1er novembre, d'ailleurs, lors de sa victoire de la grande bataille de Sidi Ibrahim en 1845. C'est ça, et donc, Guizot a dit... Guizot, le maréchal Guizot a dit, parmi les 3 plus grandes défaites des armées coloniales françaises en Algérie, nous avons la Makta, c'est lui qui le reconnaît, Makta, Sidi Ibrahim et les 2 retraites de Constantine. Si on connaît exactement le chiffre des pertes françaises à la Makta, qui s'élève à 1500 morts, nous connaissons exactement les chiffres de la défaite française à Sidi Ibrahim, 700 morts. Constantine, je crois qu'on arrive à 2000 morts du côté français, où le général Don Raymond est mort à ces 2 grandes batailles de Constantine qui sont énormes, qui ont vu bien sûr la chute de Constantine, ont pris de plus de 2000 morts français et à peu près 5 ou 6 000 Algériens. Alors pardon Monsieur Chamil, alors juste une dernière question, quel est l'impact de la Moubaya'a sur l'État algérien actuel? Ah oui, elle a montré que l'Algérie ne se laisse pas faire et qu'il y a une unité et il y a une résistance à toutes les invasions. On ne vient pas rentrer dans un pays comme ça, et il a démontré qu'il fallait compter avec ce pays et qu'on ne se laisse pas faire et qu'il y a de grands hommes, puisque l'émir a commencé avec 2 khalifas, ensuite il en a eu 8, ensuite 16, et actuellement avec mes recherches, très peu d'historiens connaissent le nombre exact de khalifas, il y en a 25, plus 10 que je suis en train d'étudier. Donc, imaginez qu'on parle de l'émir, mais on parle très peu de ses khalifas. Le khalifa Ahmed Tayyib Ben Salem des Kabyles, qui a fait une résistance terrible contre l'occupation française aux côtés de l'émir. Nous avons Ben Allal, nous avons Berkani à Médéa, Berkani, le grand Berkani. Nous avons Mohamed Oulhassi. L'Algérie a vu quand même naître beaucoup d'hommes, de grands hommes qui ont fait la révolution algérienne et l'État algérien. Alors aussi, je rappelle, Monsieur Chamil, que vous êtes auteur justement de plusieurs ouvrages sur l'émir Abdelkader, notamment l'émir Abdelkader face au parjure français. Voilà, j'espère que notre réalisatrice... Du 23 décembre. Voilà, Fatema Tahri. Très bien, merci beaucoup Fatema, c'est gentil. Voilà, ça c'est pour le téléspectateur, pour qu'il puisse... voilà, très bien. Alors, cet ouvrage a été préfacé par qui? Par Charles Napoléon, le descendant de l'autre côté. Charles Napoléon, ah ben derrière, voilà. Charles Napoléon, c'est le descendant de Napoléon, du grand Napoléon, et donc il m'a préfacé cet ouvrage, voilà. Et puis cet ouvrage, le premier, celui de mon père. Amir Abdelkader wa bina al-Umma al-Jazairiyya. Voilà. Donc, Min al-Amir Abdelkader ila Harb al-Tahrir. Voilà. Cet ouvrage a été préfacé par Charles Robert Ageron. Ah oui. Charles Robert Ageron, c'est le disciple du grand historien Charles-André Julien. Donc c'est quand même une grande référence. Très bien. Et bien sûr, le troisième livre, mon livre, c'est l'émir Abdelkader ibn Muhyiddin al-Hassani entre résistance et action humanitaire, parce que l'émir Abdelkader était un homme quand même humain. Il a fait de grandes actions humanitaires. Il a été le précurseur de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Il a été, bien sûr, précurseur d'un dialogue islamo-chrétien. Et bien sûr, son action, la plus grande action que l'histoire moderne et l'histoire future retiendra, c'est le sauvetage de 1200 chrétiens à Damas entre le 9 juillet et le 16 juillet 1860. L'émir Abdelkader, cet homme qui est sorti de Guetna et qui vient sauver 12 000 chrétiens à Damas, menacés de mort à Damas. Donc,
Et c'est à cause de ça qu'il est connu, reconnu mondialement et universellement. Et donc, comme vous avez dit, il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle El-Kaider. Et puis, il y a plusieurs villes ou capitales, surtout même en à Buenos Aires, il y a 2 années de ça. Oui, non, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, par notre ambassadeur qui a eu cette lumineuse idée d'avoir une place Émir Abdelkader à Buenos Aires, en Argentine. En Mexique, à Cuba, en France, en Turquie, au Maroc, partout, cet émir existe, et même chez nous, bien sûr. Il n'y a pas une ville, un village qui ne porte pas la principale rue Émir Abdelkader, ou une école Émir Abdelkader, ou une place Émir Abdelkader. D'ailleurs, les Algériens, toutes les générations sont fiers d'appartenir à cette belle nation qu'est l'Algérie, qui a fait de grands noms dans la révolution algérienne. Donc, je vais vous demander de me dédicacer ces 2 livres, puisque vous me les avez offerts. Voilà. Donc, quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Iman. Merci beaucoup, Iman. Et merci aussi à votre invité. C'est vrai qu'une figure très importante qui est chère au peuple algérien, c'est l'Amir Abdelkader. Bien, tout de suite, nous allons terminer l'émission avec l'agenda culturel et aussi notre invité qui nous vient bien sûr de France. Il s'agit donc de DJ Nabil. Bonjour DJ. Bonjour, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil. Et puis on accueille comme il se doit Lilia Benassal, comme chaque jeudi matin. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Aujourd'hui, on a décidé de venir vous voir. Voilà, vous nous avez manqué. Trop longtemps seul. Alors, l'agenda culturel, c'est tout de suite. Les informations donc, de la culturelle. Tout à fait, Amel. C'est par vous tout de suite. Tout à fait. Nous allons essayer donc de donner les plus importants rendez-vous à ne pas rater ce week-end et commencer par les expositions du côté de la ville de Mila où 27 photographes participent à la 7e édition du Salon national de la photographie placé sous le slogan La paix. Donc 3 prix seront décernés, meilleure photographie, meilleure exposition et enfin un prix du jury sera également décerné. Donc un beau rendez-vous du côté de la ville de Mila. Nous allons également parler des journées culturelles japonaises à Alger, au palais de la culture Moufdi Zakaria plus exactement, jeudi 29, samedi 30 et vendredi 30 et samedi 1er plutôt. Atelier manga, démonstration sushi, kimono, origami, tout ce qui fait la culture japonaise sera donc partagé avec le public algérien, algérois également, de 10h à 18h du côté du palais de la culture Moufdi Zakaria. 7e art à présent pour parler de la 8e édition du Festival international du cinéma d'Alger du 1er au 9 décembre à la salle Ibn Zaidoun, à la salle Zinette et France Fanon de l'Office Riyad El-Fath. Donc plusieurs films seront projetés tout au long du festival, donc prévu du 1er au 9 décembre prochain. 4e art à présent, donc Festival du théâtre comique qui débutera le 3 décembre cette fois-ci. Cette troupe théâtrale participeront à cette 12e édition. Spectacles et monologues seront également présentés du côté des cités universitaires, histoire d'élargir le champ de diffusion de l'événement. Et donc un bel événement dédié au 4e art. Et du côté du Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi, les 3, 4 et 5 décembre à 19h et à 21h30. Notez bien Circus Café. Donc vous avez rendez-vous avec Circus Café. Un plateau d'humoristes, donc Nawel Medani, seront réunis sur la même scène. Un beau spectacle, soyez au rendez-vous. Et c'est au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi. Et nous allons finir en musique avec l'artiste Manel Gherbi qui vous donne rendez-vous le vendredi 7 décembre au Palais de la Culture de la ville de Tlemcen à 19h. Et puis le samedi 8 à Sidi Bel Abbès au Théâtre régional de la ville, toujours à partir de 19h. Une mini-tournée pour l'artiste qui revient sur la scène. Et pour finir, nous allons parler d'un bel hommage donc rendu aux Chouhada organisé par la Fondation Zafira Yassef demain, intitulé Ouadet Chouhada. Donc plusieurs étapes seront au programme et nous allons donner par exemple le départ, le regroupement à Bab Jdid du côté de la statue de Boulourine à 16h45, le départ vers la cache de Ali Lapointe, Hassiba Mbouali, 17h, minute de silence, une belle exposition également d'El Moustache, donc plein d'événements autour de cette Ouahda donc dédiée aux Chouhada, un grand hommage aux Chouhada organisé, rappelons-le, par la Fondation Zafira Yassef. Voilà pour les rendez-vous à ne pas rater ce week-end d'Amel. Bravo, merci. Avec un temps record. Voilà. Alors on
on va pour accueillir laisser Fabrice Sedouin, notre invité s'exprimer. DJ Nabil qui connaît bien cet univers puisque lui Bien est sûr. animateur radio, mais aussi aussi faire une musique. Oui. Et donc il veut apporter toujours à notre communauté établie à l'étranger cette senteur donc de la musique et ces traditions, Tout à fait. bien sûr de la musique algérienne Tout et à fait. maghrébine. Tout à fait. C'est le but d'un côté, hein, le fait d'avoir la chance de travailler dans une radio telle que France Maghreb 2, qui est écoutée au niveau national et qui est même écoutée au niveau du monde grâce à des applications France Maghreb 2, grâce à Internet, etc. En même temps, de nos jours, on peut écouter d'un peu partout. Et ben, on a l'occasion de faire partager un peu notre culture musicale. Ce qu'il faut savoir que les trois quarts des auditeurs auditrices que nous avons, c'est des Algériens. Voilà, que ce soit de France, du Canada, des États-Unis, parce qu'on m'appelle même, on nous écoute même du côté des États-Unis, de l'Angleterre, de partout. Donc on a cette chance-là, voilà, et puis de se faire des musiques diversifiées, excusez-moi. Un petit peu tous les styles, hein, parce que C'est ce que j'allais la vous dire. richesse de la musique algérienne. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, justement. Voilà, au niveau Chaoui, Staifi, Algérois, Malouf, Naili, Rai, vraiment toute les régions algériennes. Il faut savoir aussi qu'on n'oublie pas, bien sûr, vu que c'est la France et vu que le Maghreb est réuni, donc il y a aussi un peu le Maroc, il y a du Tunisien, il y a bien sûr des Égyptiens. C'est ce qui est aussi par rapport à mes albums qu'on aura l'occasion de parler. Donc on diversifie vraiment par rapport à tout ça au niveau musical. Donc il n'y a aucun problème. Alors Lilia a tous les CD devant elle. Ah oui, quelle chance. Vous vouliez lui poser des questions justement? Oui, justement. Donc nous allons parler un petit peu de toutes ces compilations que vous nous avez ramenées. Les compilations que j'ai ramenées, c'est la plupart, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, il y en a encore d'autres. J'ai 16 albums à mon actif. On a l'occasion de les retrouver sur les plateformes de téléchargement. Pour celles qui ne les ont pas ou qui voudraient les avoir, donc vous téléchargez les applications de musique. Voilà, vous tapez DJ Nabil, vous retrouvez tout ce qui est au niveau du son. Et puis voilà, c'est un peu diversifié. Du fait que vous trouvez des trucs d'ambiance mariage, vous allez trouver des trucs spécial Anta, vous allez trouver des trucs spécial rail, et comme je vous dis, des spécial marocains, spécial tunisiens, spécial vraiment de tout pour essayer de faire plaisir un peu à tout le monde et que tout le monde découvre un peu ce qu'ils ne connaissent pas peut-être dans les autres régions, dans les autres pays par exemple. Tout On va écouter tout de suite puisque vous avez ramené quelques extraits et beaucoup d'albums, donc un florilège un petit peu de ce que vous faites et l'univers dans laquelle vous emmenez tous les auditeurs. On y va. Ça, c'est juste un florilège en fait. Parce que vous faites le côté oriental cette fois-ci. Le côté oriental, c'est l'un des derniers albums qui est sorti. Oui. Pourquoi cet album? Pourquoi les albums oriental de luxe? Ça s'appelle Oriental Deluxe, j'avais appelé comme ça. Il y en a deux. C'est qui marche très très bien au Moyen-Orient et aux États-Unis, etc. Donc la vente, elle est fortement, elle a dépassé ce que j'aurais pensé. Donc elle marche très très bien. Donc il y a beaucoup de, on va dire, de téléchargements du côté du Liban, du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. Vous avez donc la température de ce que veulent réellement notre communauté. Oui, donc, oui. C'est ce qui s'écoute le plus. C'est ce qui s'écoute le plus à l'heure actuelle et ce qu'ils aiment. Par exemple, pour nous, en France, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est tout ce qui est ambiance. Vous savez, les ambiances mariage, etc. Donc voilà, on n'est pas voilà les rythmes. Voilà, on n'est pas trop. Voilà, nous on n'est pas trop. Voilà, il y a une nouveauté qui sort. Si elle frappe pas tout de suite ou s'il n'y a pas un truc rythmé, on n'est pas trop ça en France. Donc c'est ça. Donc ils aiment bien les trucs à les mariages, mais surtout aussi ils aiment bien les trucs à les tubes, on va dire. Ouais, les tubes, c'est ça, c'est ce qui marque en tout cas. Vous êtes là pour parce que vous êtes en mission quelque part, repérage aussi. Vous êtes revenu aussi interviewer les artistes algériens. Tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Chef Ralas, que je passe bien sur le Salem. J'aurai l'occasion de voir Hakim
Salhi, voilà, dont je souhaite, je lui dis mes condoléances parce qu'il a perdu un être proche il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai rencontré Nordin Alan, donc un chanteur chabi algérois que vous devez connaître, bien sûr. On a eu un chanteur de rail, Mohamed Bechnet, qui était de passage, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Puis il y en a d'autres aujourd'hui que je vais voir tout à l'heure. C'est l'occasion, en tout cas, de voilà. faire donner l'occasion à ces artistes d'être plus vus et écoutés de l'autre côté. Donc des interviews qui seront diffusées sur les ondes une fois que vous serez de retour. Voilà, une fois que je serai de retour, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, donc ça sera diffusé là-bas avec leur musique, avec tout ce qu'ils font exactement. On a des artistes qui seront de passage en France, comme Hassib Abderraouf, que vous connaissez très bien aussi. Donc il y a une émission spéciale comme tous les dimanches soirs sur France Maghreb 2, de 21h à minuit. Donc là, spéciale, ça s'appelle. Donc on aura Hassib Abderraouf de 21h à minuit, où on va parler que d'elle. Et on va écouter ses musiques, et on va connaître un peu cet artiste. Et puis la semaine d'après, le week-end d'après, on aura une occasion, c'est ce que j'ai fait avec Cheb Khalas, d'avoir Cheb Khalas, la spéciale Khalas. Et avant de venir ici, on a eu l'occasion d'avoir un spécial Kader japonais, où j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone d'Algérie. Donc on s'est communiqué, et puis en même temps, on a parlé de ses albums, son nouvel album, de ce qu'il a fait, comment il a grandi, comment ça s'est passé, et chez Hussein. Bon, bref, il y a plein d'artistes comme ça que je fais découvrir et que les auditeurs auditrices qu'on essaie de découvrir et d'essayer de savoir qui c'est, tel ou tel artiste, qu'est-ce qu'il chante, etc. Bon, voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc on voit que vous vous êtes imposé dans l'organisation des soirées, mais pas que, dans le domaine associatif et caritatif aussi. Parlez-nous également de cette expérience. Eh bien, l'expérience, elle va se passer par exemple au mois de février. Donc je suis en collaboration avec une ONG, Muslimens, qui s'appelle, qui vient en aide aux plus démunis, à tous ceux qui souffrent dans le monde au niveau des musulmans. Donc la Palestine, l'Afghanistan, le Mali par exemple. Et en parlant du Mali, on est au mois de février. Je serai au mois de février avec l'artiste Mokobé, artiste malien qui chante avec le 113, Rinka du 113. Donc on sera tous les deux là-bas pour venir en aide, pour aider, en même temps soutenir des associations maliennes là-bas, auprès des enfants et tout. On aura l'occasion de rencontrer le président malien en personne. Donc voilà, et tout ça avec collaboration avec l'ONG Muslimens qui seront avec nous aussi également là-bas. Donc au mois de février, je crois que c'est du 9 au 17 février, une semaine. Donc voilà, spécialement le Mali. Et il y en a d'autres qui vont arriver, qui sont mis en place prochainement. Voilà. Vous avez également donc animé, vous avez commencé par animer dans des radios. C'est ça. Donc j'ai grandi par rapport à ça. Voilà, c'est ça. En fait, c'est plus des radios régionaux. Donc voilà, j'ai commencé à Moulins-sur-Ly. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Moulins, en tout cas je passe bien le bonjour, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai fait mon enfance. Donc j'embrasse bien sûr tous les gens du côté de Moulins, Isère, le quartier du Plessis, les jeunes du Plessis au passage. Et donc la radio était là-bas, c'est une radio locale. C'est venu comme ça la musique. Parce que du temps, comme pour vous, je suppose, on écoutait du Mami, du Khaled, du Hasni. Donc voilà, c'est comme ça qu'est venue la musique. Et ensuite, par la même occasion, je suis parti à Toulouse, où j'ai fait une radio associative, où c'est une radio qui a très bien marché par rapport à Internet. Et à partir de là, j'ai été transplanté directement vers Paris pour Radio France Maghreb 2. Et du coup, j'en suis là à l'heure actuelle. Et puis en même temps, j'ai sorti des compiles. Et puis je fais des soirées, des concerts. Voilà, justement. Donc un beau parcours. Vous prévoyez également d'organiser plein de soirées, notamment le 31 décembre. 31 décembre. Pour la communauté, justement, algérienne. Tout à fait. Donc communauté, ça a été une soirée rail Chaoui Staifi. Donc on aura Chaba Yamina qui sera là-bas. Il y aura de l'ambiance. Il y aura de l'ambiance, tout à fait. Donc je vais présenter, je vais animer cette soirée. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, du côté de Marseille ou des environs, si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas, ça sera Florida Palace. Donc ça sera à Marseille, la grosse soirée orientale. Donc il y a des artistes algériens, Rai, Chaoui, Staifi, puis bien sûr des DJ. Et bien sûr le 22 septembre aussi, je suis avec un humoriste tunisien. Alors, je ne peux pas vous donner le nom, je ne me rappelle plus. Ça sera la salle Bataclan. D'accord. Vous bougez beaucoup déjà depuis que vous êtes à la radio, Radio Maghreb 2, donc France Maghreb 2. Vous avez donc commencé par d'autres radios, mais aujourd'hui, vous avez donc cette ambition d'aller encore vers d'autres découvertes. Bien sûr, c'est le but, on avance, on essaie de découvrir de nouvelles choses et en même temps, on essaie de faire découvrir de nouvelles choses il y a eu plusieurs radios aussi qui touchaient à notre communauté, Radio Soleil, Beurre FM. Donc ce sont donc des radios qui accompagnent notre communauté toujours. Qui accompagnent, tout à fait. Donc après ça dépend, chacun a sa façon de gérer leur émission, que ce soit au niveau culturel, musical et autres. Donc chacun a sa façon de faire.
Et c'est vrai que nous, on a cette possibilité. Je remercie au passage la direction. Je repasse bien sûr le bonjour à toute l'équipe de France Maghreb 2 qui me donne cette possibilité de faire ce que vous aimez déjà. De faire ce que j'aime, mais aussi de me donner la possibilité de faire pas ce que je veux, mais d'apporter ce que je sais, ce que je pense aux auditeurs et auditrices. Parce qu'il y a certaines radios où la direction vous dit non, tu vas pas là, tu fais ça, tu fais ça. Il y a de plus en plus donc, de radios. Encore demain, il va y avoir une nouvelle radio qui va donc voir le jour, Radio Rorba à Marseille, donc qui va être inaugurée demain. Ça va être encore une fois l'occasion à notre communauté d'être encore plus proche de leur pays natal en fait, et donc le Maghreb en général aussi. Ouais, surtout du côté de Marseille, parce que la communauté algérienne est très écoutée à Marseille, très nombreuse, donc tant mieux. Donc il y a plusieurs radios là-bas, Radio Soleil, France Maghreb, Radio Gazelle, et puis là la nouvelle radio Inch'Allah. Très bien. Un dernier mot, Lilia? Bah écoutez, un beau parcours, et je pense qu'il va faire beaucoup plus de choses ici, là qui commence à venir en Algérie, justement découvrir tout ce qui se fait, rencontrer des artistes, et je pense qu'on va le recevoir pour justement les prochains projets qui comptent concrétiser. Merci. Voilà. Merci beaucoup Lilia, merci à vous. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Et puis bon courage pour ce que vous faites, bon courage aussi pour votre action humanitaire. C'est gentil. C'est très bien, c'est très encourageant aussi. Merci, c'est gentil. Pour tous ceux qui travaillent avec vous. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Et puis merci aussi de nous avoir ajouté quelques minutes pour continuer l'émission. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Très bien. Donc on écoute votre CD là. Ouais, c'est ça, Rental de Luxe 2. On termine avec. Et ben, voilà. Rendez-vous demain avec Mahrez Rabi à partir de 9h du matin. Au revoir et merci. Au revoir.